Les amis, parlons de sujets qui fâchent finalement. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui peut être qualifié de sectaire, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du développement personnel, ou la politique, ou le marketing, etc. etc. Mais on va le faire pendant que je termine mon dessin au pastel. Donc écoutez, voilà, on va discuter pendant que je termine ça. Et si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin, peut-être que vous verrez le résultat. Alors, d'abord, je voulais vous donner la définition pure et simple de ce qu'est une secte d'après Google. Ça me paraît intéressant. Donc, d'après Google, une secte, c'est, je l'ai noté, une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral, financier ou sanitaire d'une personne, et il est bien expliqué que c'est quelque chose qui vise à désociabiliser, à isoler et à déresponsabiliser la personne pour en tirer des gains financiers, hein, évidemment, les 3 quarts du temps. Et j'aime beaucoup, je trouve important d'insister sur la notion de déresponsabilisation qu'exercent les sectes, et j'en reparlerai après. Mais pourquoi est-ce que je vous choisis de vous parler de ce sujet aujourd'hui? C'est pas anodin. Bon, déjà parce que j'évolue dans un milieu dans lequel, au niveau professionnel, pas mal de mes proches font du coaching sur internet, des formations en ligne, du coaching, j'ai des amis qui font ça. Bon voilà, mon entourage exerce ces activités pro, et c'est des milieux qui sont extrêmement critiqués aujourd'hui, notamment avec la sortie du film Gourou, que je n'ai pas encore vu mais que je vais regarder, puisqu'évidemment ça m'intéresse de voir ce qui a été fait comme enfin, la critique qui a été faite et ce qui a été dépeint un petit peu de ce milieu du coaching et de la formation en ligne, puisqu'effectivement il existe dans ce milieu des dérives. Et la raison pour laquelle ce qui m'a entre autres donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai vu des critiques du film de youtubeurs qui ont vu le film et qui l'ont euh, critiqué, que ce soit positivement ou négativement, qui en ont fait une revue, si je puis dire. Donc, et j'ai regardé ces revues, mais je n'ai pas encore regardé le film. Donc bon, bref, je vais pas parler de Gourou parce que je l'ai pas vu, mais on voit quand même que c'est des questions qui planent dans notre société actuellement, et pour cause, hein, il y a des raisons, puisque comme je le disais juste avant, il y a effectivement des dérives euh, dans plein de milieux, que ce soit dans le milieu du coaching ou du dev perso, mais dans des milieux aussi qu'on soupçonne un peu moins, comme la politique par exemple, les médias, tout ce qu'on nous raconte à la télé, bon bref. Alors, la vraie raison pour laquelle je prends la parole sur ce sujet, c'est tout simplement parce que je suis un peu concernée indirectement par ça, parce que j'ai un membre de ma famille très proche qui a passé sa vie de secte en secte. C'est quelqu'un qui, malheureusement, d'une détresse en fait psychologique, d'une tristesse intense euh, dans sa vie. Cette phrase n'a aucun sens, mais globalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui n'a jamais trouvé de solution ou de réconfort à sa souffrance. Et le seul réconfort ça a été de se réfugier auprès de gens et d'organismes qui étaient des sectes, en fait, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée dans ma vie, puisque c'est quelqu'un qui est assez proche, qui a été assez proche de moi pendant toute mon enfance et mon développement. Donc, j'ai un petit peu développé cette extrême méfiance à l'âge, dans l'adolescence et aussi à l'âge adulte, de tout ce qui ressemble à des idéologies, des groupements qui vont un peu dans l'extrême. En tout cas, qui ont une communication un peu extrême. Et le truc, c'est que le problème là-dedans, c'est que pour initier un mouvement, pour qu'une idéologie se dépende et pour avoir de l'adhésion à cette idéologie, tu es obligé à un moment ou à un autre d'avoir des propos un peu extrêmes. Et on le voit sur plein de sujets, hein, que ce soit le marketing, qui est très souvent extrême, puisque c'est comme ça que fonctionne le marketing, que ce soit les religions, qui fonctionnent souvent sur un modèle où
c'est un peu extrême. Les règles, entre guillemets, qui encadrent certaines religions, en tout cas certaines versions des religions, sont extrêmes. On va avoir aussi tout simplement les mouvements qu'il y a sur les réseaux sociaux, hein, sans aller chercher très loin, qui sont la plupart du temps extrêmes. Le mouvement des clean girls, le mouvement des tradwives, le mouvement côté homme des masculinistes, bref. Souvent, pour permettre une idéologie de se répandre et pour avoir des adhérents, que l'intention de base soit bonne ou mauvaise, hein. D'ailleurs, souvent, les gens partent avec une bonne intention. Il faut qu'il y ait une communication autour de cette idéologie qui soit quand même assez marquée dans un sens et donc qui aille un peu dans l'extrême. Donc, est-ce que la solution, c'est d'éviter tous les mouvements qui ont une communication extrême? Est-ce que la solution, c'est de rester en dehors de tous les groupements, toutes les idéologies qui véhiculent quelque chose, disons des pensées... je voudrais utiliser un autre mot qu'extrême parce que, disons, est-ce qu'il faut éviter tous les mouvements dans lesquels les gens sont sûrs d'eux? En fait, c'était surtout ça, moi, qui me posait problème. C'était toujours d'avoir la sensation d'avoir du mal à adhérer à un groupe où la personne qui tient ce groupe ou qui anime ce groupe ou qui est à l'origine de ce groupe a des propos, communique de manière très sûre d'elle. Où elle dit ce qu'elle pense sur un sujet et elle le dit de manière béton, en affirmant ce qu'elle dit et en étant sûre de ce qu'elle raconte. Et effectivement, il y a des gens qui sont sûrs de ce qu'ils racontent et qui ont plutôt raison. Mais moi, j'ai assez rapidement capté qu'en fait, plus tu découvres des trucs, plus tu te rends compte que tu sais pas grand-chose de vraiment... Déjà, il n'y a rien d'universel, il n'y a pas de croyance universelle, dans le sens où chacun vit une vie différente en fonction de son vécu, de son environnement et de tout ça. Mais surtout, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, il y a quelque chose que tu pouvais penser à 16 ans, et à 25 ans, tu penseras B, et à 35, tu penseras C. Bon, bref. Et je crois que d'ailleurs, le fait de changer d'idéologie au fur et à mesure de sa vie, c'est plutôt un signe de bonne santé. De savoir en tout cas se remettre en question, et voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, quelle était la suite? Eh bien, la suite, c'était tout simplement de vous répondre par rapport à mon expérience. J'ai pas décidé de m'exclure de tous les mouvements qui existent sous prétexte que j'avais peur d'un extrême. Parce que je suis quelqu'un de très curieuse et qu'au bout d'un moment, bah, j'ai eu envie de m'intéresser à plein de sujets. Le développement personnel, en général, ça m'a intéressée pour plein de raisons. Mais je suis fascinée des comportements humains en général. Je suis très intéressée par la... Ouh, je suis très intéressée par la nutrition. Je suis très intéressée par différents sports. Bon, et c'est des sujets dans lesquels il peut y avoir... Je suis intéressée aussi par une certaine forme de spiritualité. Et c'est évidemment des sujets dans lesquels il peut y avoir des extrêmes et des sectes. Donc, déjà, je suis contente d'avoir, mine de rien, cette personne, même si c'est très triste pour elle, dans mon entourage, qui ait ce vécu-là par rapport aux sectes, parce que ça m'a permis, en grandissant, de développer un vrai esprit critique et de garder absolument du libre arbitre dans mes décisions, parce que j'avais cet exemple-là sous le nez, en fait, et que je me disais, non mais attention, là c'est trop beau pour être vrai, attention, là on te dit ça, ça paraît bizarre, pourquoi, comment? Bon, ok. Donc maintenant maintenant qu'on a fait ce constat que énormément de sujets dans la société, dans notre quotidien, peuvent être sujets à un mouvement sectaire, si on ne fait pas attention, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut éviter de tomber là-dedans. Alors moi, j'ai recensé plusieurs choses qui, au fil des années, m'ont aidée, que j'ai appliquées un petit peu à tâtons, sans trop savoir si ça allait me servir, et qui au final se sont avérées efficaces. Je regarde à droite parce que j'ai noté quand même, hein, j'ai scripté cette vidéo, la précédente ne l'était pas. Donc, ce qui m'a personnellement pas mal aidé... Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. En fait, le tout, avant d'adhérer à un mouvement quel qu'il soit, c'est de réussir à savoir et à prendre ce qui sera bon et juste pour vous, et à laisser ce qui sera mauvais. Parce que dans tout mouvement, dans toute chose, il y a des concepts qui vont être intéressants pour vous,
et il y en a d'autres qu'il faudra que vous laissiez de côté et que vous vous disiez: «Oui, non, ça me parle pas, ça m'intéresse pas et ça va pas m'apporter grand-chose donc voilà, je vais pas adhérer à ça». Et une même personne, ça c'est aussi quelque chose avec lequel j'avais du mal au début, j'avais tendance à condamner quelqu'un si une seule fois il avait dit quelque chose qui me paraissait un peu bizarre ou pas logique dans ma logique à moi. J'avais tendance à dire que tout ce qu'il disait en fait c'était de la merde. Alors que pas forcément. Et d'ailleurs les 3 quarts du temps c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que vous allez côtoyer des gens, être amené à discuter avec des gens ou à suivre des gens sur les réseaux qui vont dire 90 ou 80 du temps des choses que vous trouvez sensées, mais il va rester 10 ou 20 où vous allez vous dire: «Non là, tu déconnes, Charlotte». Bon, et ben, c'est parce que c'est des êtres humains tout simplement. Donc surtout, on ne je l'ai fait pendant un temps et ça mène à rien. On essaie de pas rentrer dans ce truc de vouloir absolument rejeter tout, groupe, toute idéologie, tout mouvement et de ne vouloir adhérer à rien, heu, par peur. Parce que, dans les faits, bon, bah, ça nous rend pas service. Donc ce qui m'a aidé moi, ça a été d'abord d'apprendre la psychologie de la vente. Tout simplement parce que, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Pour faire adhérer, les gens à un mouvement ou pour faire vendre, qu'on vous vende une paire de baskets ou une idéologie, on vous vend quand même quelque chose. Donc il y a 2 façons de vendre qui sont efficaces. La première, c'est de jouer sur les émotions, de susciter des émotions fortes chez vous. Et la deuxième, qui est encore plus forte, c'est hem, de vous dire: «Ce que je propose ou cette paire de chaussures ou ce rouge à lèvres va te permettre d'accéder à une identité que tu veux atteindre. Et grâce à mon produit ou grâce à mon service, tu vas atteindre cette identité, tu vas avoir cette identité». C'est ce qu'utilisent les plus grandes marques, hein, Apple, Dior, c'est ça. C'est la vente, basée sur l'identité. Donc déjà comprendre ces mécanismes-là, ça m'a permis de prendre du recul à chaque fois que je suis dans une situation où on veut me vendre quelque chose. Parce que alors ça ne veut pas dire que tout ce qu'on veut nous vendre, c'est de la merde, c'est pas vrai. Mais en revanche, les techniques de vente sont les mêmes puisqu'elles fonctionnent. Donc, ben, pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc quand tu comprends ça, ça te permet quand même d'avoir un peu de recul quand tu t'apprêtes à acheter quelque chose, puisqu'on est tous à un moment consommateurs de quelque chose. Bon, tu sais que si tu as quelqu'un en face qui te vante, une identité particulière grâce à ce produit, tu sais que c'est normal, c'est le processus de vente. Ça t'évite en fait de te faire un peu, avoir, si je puis dire, et ça te permet de prendre du recul. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a pas mal aidée, ça a été de développer chez moi un dialogue intérieur. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je dis. Je pense que ça vous est tous et toutes déjà arrivé d'être face à quelqu'un ou dans une situation dans laquelle vous êtes à la fois attiré et à la fois repoussé. C'est une personne ou une attitude ou quelque chose, une idée ou un endroit qui va en même temps vous attirer très fort et d'un autre côté vous repousser, mais vous n'allez pas savoir dire pourquoi. Et ben en fait, c'est ce qui se passe par exemple dans le cas des relations toxiques. C'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Mais ce qui se passe, c'est que, heu, on est face à un mec, bon alors je prends mon cas à moi, hein, je suis une femme et je suis hétéro donc je parle des mecs. Hem, Tu es en face d'un garçon qui te plaît énormément, qui est, très attirant, où tu ressens une sorte de comme si c'était magnétique et tu es attiré de manière irrépressible par lui. Mais en même temps, tu te rends bien compte que son attitude, ses paroles, ses gestes, il y a quelque chose dans sa façon d'être qui est pas vraiment bonne pour toi, quoi. Tu sens que c'est un peu toxique, ça va pas t'apporter, du bonheur, de la joie sur les 20 prochaines années, mais en même temps, tu arrives pas trop à résister. Et souvent, nous, on a tendance à mettre ça sur le truc de l'amour, en se disant que, en fait, on a tous des défauts et que, c'est comme ça, il faut accepter. Alors oui, c'est vrai, effectivement, la personne parfaite n'existe pas. Heu, mais quand tu ressens ça, c'est juste qu'en fait, ton corps, il est habitué, ton système est habitué à un certain niveau de chaos, à un endroit particulier par rapport à ton environnement, quand tu étais ton environnement actuel ou alors ton enfance, ce que tu as vécu quand tu étais petite, et cetera. Et du coup, il reconnaît d'une manière ou d'une autre chez cette personne le même système et le même chaos.
Et comme le cerveau adore ce qui est connu, bah, il fonce. Voilà. Donc, tu es très attiré par quelqu'un qui, au final, est toxique pour toi. Bon, c'est le premier exemple que j'ai trouvé, mais il y en a plein d'autres. Donc, l'idée, avec le fait d'instaurer ce système de dialogue intérieur, ça va être de réussir à instaurer une conversation entre toi et ton corps, en fait, tout simplement. Et pour faire ça, et pour que ça devienne un peu naturel, parce que c'est plus ou moins ce qu'on appelle l'intuition, mais tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui ont plus de mal à avoir de l'intuition, en tout cas à l'écouter, à capter ce qu'on appelle l'intuition. Donc, un exercice assez facile que tout le monde peut faire, c'est de régulièrement, dans ta vie, que ce soit dans des moments agréables ou désagréables, de fermer les yeux et de faire un scan corporel, en fait, d'aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça déclenche chez toi, la situation que tu es en train de vivre. Alors, si tu sors d'une dispute, bah, c'est intéressant de faire un scan corporel à ce moment-là pour voir ce que le chaos génère dans ton corps. Ça peut être le souffle court, ça peut être le corps crispé, ça peut être mal à la tête, ça peut être une sorte de brouillard mental où tu as l'impression que tu sais plus trop où tu habites et tu sais plus où tu vas et voilà, tu es un peu perdu. Une grande confusion, enfin il y en a plein, hein, des signaux, mais globalement, si ce que tu ressens, c'est pas très agréable, c'est que tu es pas dans un endroit où c'est bon pour toi. Et si au contraire, pendant un moment, c'est intéressant de le faire dans des situations où tu connais l'issue pour pouvoir ensuite te fier à ça. C'est-à-dire, voilà, quand tu sors d'un moment où tu es vraiment très énervé, où tu pas content, tu es triste, tu sais pourquoi, eh ben, fais un scan corporel pour voir comment ton corps se sent. Mais fais-le aussi quand tu es dans des moments de joie extrême, que tu es avec tes amis, que tout se passe bien, que tu es avec des gens avec qui tu te sens en sécurité. Et de la même manière, regarde comment tu te sens dans ton corps. Regarde ce qui se passe. Regarde si tu te sens en sécurité. Regarde si tu es plutôt apaisé, si ta respiration elle est calme, si ton corps il est détendu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme signaux? Voilà, globalement, essaie d'inspecter au maximum comment tu te sens, comment ton corps se sent et ancre dans ta tête que ce ressenti, c'est un green flag. C'est, ça veut dire: «Je me sens bien», ça veut dire: «C'est bon pour moi», ça veut dire: «Let's go, on peut y aller». Et pareil pour les situations négatives, ancre dans ta tête le fait que: «OK, ces sensations-là, ça veut dire je suis pas d'accord». Ça veut dire il y a quelque chose qui me convient pas. Et comme ça, quand tu te retrouves dans des situations où tu es un petit peu perdu et où tu ne sais pas prendre une décision pour savoir si oui ou non tu as envie d'adhérer à ce mouvement, tu as envie d'écouter cette personne, tu as envie, oui ou non, d'acheter ce fameux programme qui va changer ta vie, eh ben, regarde à l'intérieur de toi pour voir comment tu te sens. Si tu te sens forcé, si tu te sens pas bien, si ça t'attire un peu, mais que c'est plus une prise de tête qu'autre chose, c'est que c'est pas pour toi. Et si c'est l'inverse, c'est que tu peux y aller. Il y a quand même un petit truc à préciser avec ça, c'est que parfois, tu vas ressentir des symptômes de la peur, dans le sens où tu vas être plutôt crispé, enfin tu vas avoir peur, quoi, hein. En principe, tu reconnais quand tu as peur. Mais à côté de ça, tu vas quand même avoir vachement envie, et c'est là que c'est difficile de savoir si c'est une sorte de peur irrationnelle. Enfin, la peur, elle est jamais là sans raison, mais est-ce que c'est une peur qui date d'un ancien événement et donc la situation te rappelle un ancien événement et donc ça te fait peur, mais dans la réalité, là, à l'instant T, il y a pas de danger? Ou est-ce que c'est un pressentiment et il faut pas y aller? C'est difficile d'arriver à faire la diff, mais je crois que quand c'est comme ça, ce qu'il faut vraiment essayer de voir, c'est à quel point, heu, tu as envie d'y aller et qu'est-ce que véhicule la peur? Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Est-ce que la peur, elle veut te dire, hem c'est dangereux, c'est pas pour nous? Ou est-ce que la peur, elle a plutôt un message de, non, mais tu vas pas réussir, tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi parce que tu es nul, c'est pas fait pour toi parce que tu pas assez ci, tu pas assez là. Si c'est la deuxième option, ça peut être des peurs qui peuvent être balayées et ce que vous vous apprêtez à faire peut être une bonne chose pour vous. Mais c'est délicat, hein. Vraiment, c'est délicat d'arriver à faire la différence, et je crois que ce qu'il y a de mieux pour ça, c'est vraiment l'expérience perso au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quand le sentiment, quand vous ne le sentez pas, en fait, faut pas y aller. Globalement, voilà,
Ça reste une règle simple qui ne déçoit pas. Quand on le sent pas, on n'y va pas. Bon, maintenant que ça c'est dit, il y avait une dernière chose que je voulais vous partager par rapport à ça. C'était que... Oui, dernière règle qui s'applique, qui est facile à repérer. Et c'est vrai que j'ai souvent remarqué ça dans les environnements sains vs les environnements moins sains. En général, si vous êtes face à une proposition ou face à quelqu'un qui vous dit que pour atteindre ce que vous voulez, vous avez besoin de lui ou d'elle, que la réponse, vous la connaissez pas et que tout ce que vous avez à faire, c'est abandonner tout ce que vous savez et lui faire confiance aveuglément, sachez que c'est un énorme red flag. Voilà. Tous les gens qui vous diront que il faut les écouter, enfin, pas qu'il faut les écouter, mais surtout qu'il faut abandonner votre libre arbitre et votre responsabilité plutôt. Tous les gens qui vous mèneront à ça, c'est globalement des gens toxiques. Voilà. J'ai vu aucun environnement sain dans lequel on te vend que j'ai les réponses, je sais tout, avec moi, ta vie va changer et ce sera grâce à moi. Et toi, en revanche, tu sais rien. Alors évidemment, en général, c'est pas vendu comme ça au début parce que bah, le but c'est de vous séduire. Donc au début, ça va plutôt être du genre, t'es quelqu'un de spécial, t'as telle et telle qualité qui font que t'inquiète pas, moi je vais te prendre sous mon aile. Tu vas voir, avec moi, ta vie sera plus jamais la même. Parce que nanani nanana. Bon, ça pue, hein. Globalement, ça pue. Dans tous les environnements sains que je connaisse, où vraiment j'ai eu le temps de voir, de m'apercevoir que c'était sain, la personne ne te fait jamais croire que la solution est ailleurs qu'en toi. Parce que la vérité, c'est que la réponse, n'importe quand dans la vie, pour n'importe quel sujet, elle est toujours à l'intérieur de toi. Elle est toujours en toi, la réponse. Voilà. Écoutez, les amis, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire à ce sujet. Évidemment, j'aimerais beaucoup avoir votre retour en commentaire, savoir ce que vous en pensez, savoir si vous aussi vous connaissez de près ou de loin ces milieux, ce que vous en avez tiré comme leçon, et si vous avez aussi des conseils à nous donner pour éviter de tomber dans le panneau, tout simplement. Mais maintenant, avec le recul, je pense vraiment que ça m'arrivera plus de... Enfin, que ça m'arrivera plus, ça m'est jamais arrivé, mais que ça m'arrivera pas, comme cette personne de ma famille, de tomber dans un truc comme ça, parce que je vous dis, ça m'a tellement armée que je préfère être un peu trop méfiante et louper des opportunités plutôt que de... Voilà. Et de toute façon, je vous dis, et ça c'est un truc que je vous invite vraiment à faire, parce que pour la vie, ça vous servira, c'est de vraiment muscler votre libre arbitre et votre responsabilité individuelle. Parce qu'une fois que tu as ça, tu peux plus adhérer. Alors évidemment, c'est pas agréable, hein. Enfin, c'est pas agréable. Ça demande de se responsabiliser en fait, hein, comme son nom l'indique. Et donc ça demande de faire face à ses faiblesses, à ses forces, à certaines choses. Voilà. C'est sûr que c'est plus facile de s'abandonner à quelqu'un qui te dit exactement quoi faire, comment mener ta vie et grâce auquel, soi-disant, tu vas atteindre le nirvana. Mais tu le payes très très cher. Donc ouais, je vous conseille vraiment de développer ce truc de responsabilité individuelle et de libre arbitre. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais pouvoir vous montrer mon petit bébé. Alors, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui, hein. Ce serait vous mentir que de vous dire que j'ai fait tout ça devant vous en 20 minutes. Mais j'avance. J'avance. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à aimer la vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse.